Allez, on revient avec nos chers invités, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. On reste toujours au Mali, poussé vers la sortie par la junte militaire très hostile. Les Français ont transféré, j'allais dire, ces 6 derniers mois, toute leur emprise à l'armée malienne. On l'a déjà vu sur ce plateau. Le dernier convoi a quitté donc Bamako, c'était le lundi passé. La nuit, c'était dans la nuit de dimanche à lundi passé. Pasteur Edo Komi, on vous retrouve finalement. On peut dire clair, il n'y a plus de soldats français au Mali. Oui, adieu les forces adieu les forces françaises du Mali. Adieu les forces françaises. On aurait souhaité quand même que les forces françaises quittent définitivement le continent africain. Définitivement. Définitivement. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad, le Gabon, un peu Djibouti, tout ça. Là où il y a les bases militaires françaises, nous n'en voulons plus, c'est tout. Nous n'en voulons plus. 60 ans, plus de 60 ans après, nous n'en voulons plus. C'est tout. C'est un pas déjà avec le Mali. Et il a fallu l'audace, le courage des autorités maliennes pour qu'on y arrive là aujourd'hui. Personne ne le voyait. On pensait que les gens disaient que les autorités maliennes s'amusaient, c'était de l'amusement, que jamais les forces françaises n'allaient pas quitter. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'était entre 6 mois, je crois que c'est début février, donc il y a 6 mois de cela que ça a commencé. Aujourd'hui, il n'y a plus de forces françaises et nous pensons bien que cela, pour nous, est déjà un pas. Maintenant, il va falloir quand même que s'il y a un vide, que ce vide soit rapidement comblé. Par l'armée malienne, puisqu'il il s'agit de Gao. Gao, vous savez, ça c'est l'épicentre de tout l'équipement de l'armée française. Et c'est là où vraiment il y a les djihadistes, c'est le nid. C'est le nid des djihadistes, le Gao. Donc, c'est un peu un névralgique, un point du terrorisme. Et maintenant, il va falloir quand même que ce vide-là soit rapidement comblé et que les FAMA puissent prendre le contrôle. Le contrôle. Vous savez, entre-temps même, il y avait on n'ordonnait pas, les forces françaises n'autorisaient pas l'armée française, l'armée malienne à pouvoir faire des descentes, à agir. Donc c'est comme si, ce qui donne l'impression aux gens que les Français protégeaient, c'est comme s'ils protégeaient les djihadistes, et que comme s'il y a des ressources minières, il y a de l'or, il y a beaucoup de ressources minières de l'autre côté. Donc les Français protégeaient, ou bien les forces onusiennes, les forces françaises protégeaient la zone pour donner la chance, pour se donner la chance de pouvoir extraire, de pouvoir exploiter les ressources minières. Aujourd'hui, c'est la chose faite. Donc je crois quand même que ce qui est important aujourd'hui, c'est rapidement prendre le contrôle et déployer des forces d'élite, des forces capables de pouvoir tenir tête aux djihadistes. Et je pense que pour nous, l'objectif est atteint. Après le départ des forces Barkhane, il faut que les forces onusiennes aussi suivent. Je crois qu'il faut maintenant miser il faut contrer les forces onusiennes à partir définitivement pour que les forces maliennes soient maîtres de terrain. On veut que les forces maliennes soient maîtres de terrain, et c'est de ça il doit s'agir. Ça ne suffit pas, je l'ai déjà dit. Les forces françaises doivent définitivement quitter l'Afrique. Pas seulement le Mali, mais quitter les autres pays du continent. Alors, pasteur, on l'a dit que les forces françaises quittent le Mali. Elles sont parties, les forces onusiennes d'ailleurs, mais l'interrogation, elle est là, Ibrahim Acha. Aujourd'hui, on peut se poser cette question. Est-ce que l'armée malienne, les FAMA, peuvent agir véritablement? Parce que ces derniers temps, on voit la recrudescence des attaques terroristes. Non, je pense qu'il faut prendre l'affaire là sur 2 volets. Le premier volet, c'est le volet sécuritaire, et dire que les FAMA, à un moment donné, ont acquis de l'expérience. Les FAMA ont eu le matériel, la logistique qu'il faut pour pouvoir faire face aux terroristes.
Et donc, par rapport à ce renforcement et cette façon de se restructurer, d'avoir, disons, l'arsenal qu'il faut pour tenir tête aux djihadistes, pourquoi pas les mettre en déroute, je pense que les femmes vont tenir. Et le second aspect, c'est le côté renseignement, puisque les forces françaises qui étaient là jouaient beaucoup sur le volet renseignement, parce que ils avaient les aéronefs qu'il faut pour la surveillance, ils avaient le matériel qu'il faut pour pouvoir dénicher les gîtes des terroristes et tout ça là, et donner l'information précieuse, et de manière à ce que s'il doit avoir une action, l'action soit bien chirurgicale. C'est-à-dire que dans le jargon sécuritaire, quand on parle d'une opération chirurgicale, c'est que lorsqu'on lance l'opération, on atteint la cible et le mal est enrayé. Cela veut dire que vous reconnaissez que nonobstant tout, elles ont eu à faire quand même bien évidemment. Quelque chose. Oui, les forces françaises ont fourni des précieuses informations à l'armée malienne. Elles ont fourni de précieuses informations, de précieux renseignements aux forces, même à la MINUSMA et aux forces déployées au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Sinon, la France a fait ce qu'il fallait faire. Ça, il faut l'avouer. Bon, maintenant, le problème qui se pose, et ça, je pense que c'est très évident, et c'est en ce sens que nous comprenons la réaction de Assimi Goïta et ses amis, c'est que ça fait près de 8 ans que la force Barkhane a été déployée dans la zone. Mais le résultat que les gens ont sur le terrain, ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait avoir comme résultat. Et donc, il va de soi qu'au niveau des nouvelles autorités maliennes, qu'elles tentent une nouvelle expérience. L'expérience, c'est peut-être leur partenariat avec la Russie. Et avec la Russie, ça ne fait pas un an, mais les résultats qu'ils ont, mais ils se disent que si nous nous entichons avec les Russes, peut-être que nous pouvons vaincre le phénomène là-bas. Et surtout, n'oubliez pas l'aspect aussi des considérations au niveau de l'armée française. L'armée française, c'est vrai qu'elle est aussi en lutte contre les terroristes, mais au niveau de l'armée française, il y a terroristes et terroristes. C'est-à-dire que l'armée française considère certaines personnes ou bien des groupes armés qui ont des revendications territoriales, comme l'Azawad par exemple, comme n'étant pas des terroristes à proprement parler, parce que c'est des gens qui ont des revendications légitimes à faire valoir. Ce qui n'est pas le cas des autres terroristes qui ne réclament pas. Ce qui n'est pas des autres terroristes, des groupes des malfaiteurs et tout ça là, ou bien ceux qui prennent le prétexte de l'armée et de la religion. La France distingue cela. Mais par contre, les nouveaux partenaires des FAMA, eux, terroristes, c'est terroriste. C'est pourquoi vous voyez que dans leurs opérations, il suffit seulement qu'on annonce qu'il y a des mouvements, des bandes armées et tout ça là, mais c'est qu'on fait tout pour les neutraliser. Vous comprenez? Donc il y a cet aspect-là qui fait que les uns et les autres ne se comprenaient pas. Mais, quoi qu'on dise, Assimi Goïta et ses éléments veulent vraiment des choses concrètes sur le terrain, ce qu'on appelle, c'est des forces spéciales pour elles. Bon, c'est le pragmatisme. Donc, il faudrait que l'action qu'on pose sur le terrain... Cette question, tout récemment, il y a l'Azawad dont on parlait tout à l'heure, qui a parlé des accords d'Alger, qui, selon ce groupe, n'est pas respecté par le pouvoir de Bamako. Est-ce que vous voyez un lien entre cela, puisque vous avez distingué tout à l'heure les différentes sortes de terroristes? Est-ce qu'à partir de ce départ des Français, l'Azawad ne va pas pouvoir monter en puissance et faire revendiquer justement ce qu'elle veut, ou bien ce qu'il veut, lors de ce rendez-vous d'Alger? Non, pour faire, je pense que si l'Azawad veut discuter, veut parler encore des accords d'Alger, elle ne doit pas utiliser le moyen militaire, elle ne doit pas utiliser la force. Il y a des interlocuteurs qui sont là actuellement. Assimi Goïta est ouvert. Je pense que si l'Azawad, les représentants de l'Azawad décidaient de rencontrer le président Assimi Goïta, je peux dire que c'est de gaieté de cœur que Assimi Goïta va les recevoir et ils vont discuter de ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut parler des accords de l'Alger,
Assimi Goïta, là, il y a la continuité du pouvoir. Il comprend, c'est vrai que ça a été conclu sous Ibeka, mais avec la continuité de l'État en tant que le président du Mali aujourd'hui, il va comprendre que l'État malien a conclu des accords avec un groupe armé et qu'aujourd'hui, voilà, nous devons tout faire aussi pour que ces accords-là soient respectés. Donc là, il n'y a aucun problème qui se pose à ce niveau. Mais ce que les gens craignent, et je pense que les gens vraiment, comment l'appelle-t-on là, ont des raisons de craindre, c'est que l'armée malienne s'est déplacée seulement, et l'armée française s'est déplacée seulement à côté. Elle est au Niger. Oui. Vous comprenez? Frontalier. Et voilà, frontalier. Donc c'est frontalier. On ne sait pas. Selon ce que disent Pasteur de ses amis, la France a toujours plusieurs cordes à son arc, et peut-être pour faire pression sur Assimi Goïta. Non, pas venir déstabiliser, mais bon, elle peut aussi dire certaines choses ou bien apporter un soutien quelconque à ces groupes-là qui ont aussi des récriminations vis-à-vis du pouvoir de Bamako, de pouvoir aussi se faire entendre. Donc, sur ce volet, je ne serai pas aller loin. Mais ce que nous savons, c'est que tout récemment, l'attaque qui a coûté la vie. Justement. Voilà. Et les drones que les terroristes ont aujourd'hui. Les drones, on parle des drones, effectivement. On parle des drones, derrière peut-être le soutien de Paris. Pas forcément le soutien de Paris, mais il faut dire que les terroristes ils prennent souvent de l'avance au point de vue logistique sur les forces régulières. Parce que quand on parle des terroristes, les gens parlent tout de suite des pays et tout ça, mais il y a les multinationales qui sont derrière. Et il y a l'industrie de l'armement aussi qui est derrière. Donc, quand vous avez des stocks d'armes avec vous, vous n'arrivez pas à liquider. Il faut qu'il y ait une guerre avant que vous puissiez les liquider. Donc il va de soi que l'industrie de l'armement puisse envoyer aussi les armes qu'il faut à la rébellion ou bien à ces djihadistes-là pour que, bon, au finish, s'ils arrivent à prendre le dessus, ils vont toujours payer. Ou ça, s'ils ne prennent pas le dessus, avec le chaos qu'ils auraient semé dans la région, les gens peuvent aller exploiter les ressources humaines, les ressources minières pour compenser ce qu'ils ont eu à dépenser pour le soutien de ces terroristes. Quelques précisions par rapport aux informations, aux renseignements. Aux renseignements que détiendraient les forces françaises. Vous savez, selon les discussions que nous avons eues avec la société civile et d'autres personnalités du Mali, c'est qu'effectivement, les informations, le Paris ou bien les forces françaises tamisaient les renseignements. C'est un tamis. On donne des renseignements sur des djihadistes qui deviennent encombrants. Quand vous devenez encombrant à la France, donc la France vous donne des renseignements sur ces djihadistes pour qu'on puisse les abattre. Et même la France même est devant, les forces françaises sont devant pour aller abattre certains djihadistes. C'est comme ça se faisait. C'est ce qui pousse les gens à dire que la France est de connivence avec certains djihadistes. Pendant 9 ans, est-ce qu'on a vu la France équiper les FAMA? On n'a jamais vu. Les forces maliennes n'étaient que des accompagnateurs. Accompagnent les forces françaises sur le terrain. C'est eux qui maîtrisaient, c'est eux qui manipulaient, c'est les forces françaises qui avaient l'arsenal qu'il faut. Et tout était mis en place pour que l'armée soit inefficace. Bien sûr. Et donc les FAMA n'avaient pas de possibilité de pouvoir agir sur le terrain. Mais avec la Russie, vous avez vu les appareils, les équipements en un an, ce que la Russie offre aux FAMA. Et c'est ça qui leur donne la force de pouvoir agir. Bon, donc, la France sait pertinemment, et ça, je pense bien qu'il a dit quelque chose tout à l'heure, son déplacement, on a déplacé les pions jusqu'au pays frontalier qui est le Niger. Voilà ce que l'Afrique est. Nous, on dit, il y a un pays africain qui dit, vous n'êtes pas, les Français ne sont pas bons. Bon, il y a un autre ici qui dit, non, venez, nous, on vous accueille. Vous voyez un peu la mentalité. Pour eux, l'armée française est efficace. Efficace à quoi? Et les résultats sont où? Les Français même reconnaissent qu'il n'y a pas eu de résultats, que c'est mitigé. Et ces renseignements dont on parle, moi je viens de vous dire que c'est des renseignements sur tamis, qu'on tamise bien. Et donc, c'est eux qui avaient l'exclusivité. C'est les forces françaises qui avaient l'exclusivité. Jusque-là, on n'a jamais permis aux FAMA, autoriser les FAMA à pouvoir se mettre en activité sur le terrain. Et donc, quand on le fait comme ça, je pense bien que la solution, ce n'est qu'à ces forces françaises de pouvoir quitter le Mali. Quitter le Mali, non, pour aller à Paris.
non pas pour aller au Et Niger. d'ailleurs, tout récemment, le président Mohamed Bazoum, on l'a écouté, le président nigérien, il a dit que la France apporte véritablement du soutien à son pays. Donc on peut comprendre facilement pourquoi l'armée française s'est déployée finalement vers le Niger. Je l'ai dit. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. Ce président nigérien, on l'a vu depuis qu'il a été élu, c'est comme si il est élu pour les Français. Pasteur Edo, on l'a vu. Est-ce qu'il n'est pas aussi trop Est-ce qu'il est facile? élu? Il est élu. Attendez, C'est comme s'il est élu pour les Français. On l'a écouté. Est-ce qu'il n'est pas aussi trop facile? Il adore la France. Quand quelqu'un le président, il reconnaît- adore la France. Non, pasteur. Non, je dis, il adore la France. Quelqu'un reconnaît un peu l'efficacité. D'ailleurs, Ibrahim Atia l'a dit tout à l'heure. La France c'est n'a miti- la c'est France mitigé. Alors, si n'a pas quelqu'un- d'amis, la France n'a que d'intérêt. Comme Et moi, d'a- je ne comme vois d'ailleurs son, toutes les je ne puissances. vois son Comme d'ailleurs toutes efficacité les nulle puissances. part. Son efficacité Pasteur Edo nulle Komi, part. comme d'ailleurs toutes les puissances. Oui, ben, bien sûr, mais quand même, il y a quand même, on sait qu'il y a quand même, des fois, pour les autres puissances, on voit quand même qu'il y a une certaine ouverture. La France est restée fermée. Fermée dans l'esprit de dominer les autres, dominer l'Afrique, maintenir la domination. Et cette politique de domination-là, on n'est plus prêt à l'accepter. Voilà, c'est ça. Hein? Nous considérons au moins le peuple. Je crois qu'il a été clair, il a été dit clairement à Macron que la France ne vient pas aider le Mali, ne vient pas nous aider. C'est la France qui a créé le chaos que nous avons connu à travers le Mali. La France est venue réparer le tort. Et en réparant le tort, il commet encore d'autres préjudices. Il commet encore d'autres bêtises sur le territoire africain. Et là, on ne va pas accepter. Notre génération ne va pas accepter. La France doit quitter, les forces Barkhane devaient quitter Bamako pour Paris. Mais ils n'ont pas de problème, ils n'ont qu'à aller là-bas. Ces forces n'ont qu'à aller rester là-bas. Nous-mêmes, nos armées font quoi? Regardez tout ce que nous déployons, l'argent que les pays africains déploient en matière d'armement. Ce qu'on déploie, le budget, c'est un budget noir. Personne ne connaît, personne ne maîtrise. Aucun budget national ne maîtrise la part qui est réservée à l'armée. C'est noir, c'est blanc, c'est noir, c'est blanc. Comment on écrit, on met les chiffres et puis ça sort. C'est comme ça se fait. Et justement, c'est la France qui en tire le grand profit par rapport à ces armes. Parce que les pays africains ne peuvent pas commander des armes sans la France. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait partie des accords, des 11 accords coloniaux. Alors, Ibrahim, on termine avec vous. L'inquiétude de Pasteur Edo Komi, les forces françaises qui quittent Bamako pour Niamey. C'est un danger pour Niamey. Vous estimez également que c'est un danger parce que le président Bazoum, lui, l'a dit, il a toujours apprécié et aimé le soutien de la France et surtout de l'armée française. C'est par rapport aux résultats qu'il a eu. Vous savez qu'au Niger, d'abord un pays très pauvre, un pays qui, au point de vue structuration de l'armée, n'est pas quand même à un niveau assez remarquable. Hein. Quand vous faites un petit sondage en Afrique, vous savez que l'armée nigérienne n'est pas une armée assez de pointe. Et donc, l'apport de la France leur serait très utile dans la lutte contre le terrorisme, puisque nous savons que le Niger aussi est en proie à ces groupes djihadistes. Donc, la France qui va aller là-bas, peut-être avec le matériel qu'il faut, avec les aéronefs et le matériel de surveillance, peut aider l'armée nigérienne à pouvoir se former, à être beaucoup plus efficace. Et en dehors de ça aussi, il faut dire que les enjeux ne sont pas les mêmes. Ouais. Les enjeux au niveau du Mali, c'est pas ça qui se trouve au niveau du Niger. Donc, c'est vrai qu'il y a l'uranium, c'est vrai qu'il y a l'uranium au Niger. Mais il se peut qu'au Niger, la France s'illustre beaucoup mieux et très bien par rapport aux intérêts qui sont en jeu là-bas. Allez, on va donc marquer la petite pause. On revient pour le dernier virage.